Assemblée annuelle de la BAD à Marrakech au Maroc. Les orientations stratégiques de la BAD pour les 10 prochaines années font partie des questions qui seront abordées. Et puis le retour de la BAD à Abidjan figure également sur la liste des points à l'ordre du jour. Les États membres de l'UEMOA sont réunis à Abidjan pour réfléchir à la mise en place de données statistiques fiables de la pêche continentale. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a pris officiellement fonction. Il succède à Kassaï Lazare, qui lui a passé la main ce matin à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir la RTI 1 pour vous informer. L'Afrique était en fête le samedi. Les dirigeants africains réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, ont célébré les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue Union africaine. Après les festivités, place au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation panafricaine. Le 21e sommet, ouvert hier, se poursuit aujourd'hui et l'attention est portée sur le panafricanisme et la renaissance africaine. Toujours sur le continent africain, au Maroc, l'actualité est dominée par les assises de la BAD, la Banque africaine de développement. La rencontre démarrée aujourd'hui va durer 4 jours et 5000 participants sont annoncés. La délégation de la Côte d'Ivoire est conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Les réflexions vont porter notamment sur la transformation structurelle de l'Afrique. Également, la question du retour de la BAD à Abidjan sera abordée. Et sachez qu'avant cette ouverture de cette assemblée, des séminaires de haut niveau sur des thématiques en rapport avec le thème de cette assemblée annuelle. Des thématiques, donc, ce séminaire a été organisé par des experts et les thèmes ont porté sur l'investissement dans l'infrastructure, l'aspect démographique de l'Afrique et les perspectives économiques. On y reviendra au cours de cette édition. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à la Foire internationale de Bordeaux, cette fois rassemble diverses thématiques, notamment l'habitat, l'environnement, les loisirs. Maïsako, reportage. Alain Juppé, maire de la ville de Bordeaux, a salué la présence de la délégation ivoirienne, conduite par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Jean-Louis Billon. La mission de la délégation ivoirienne à Bordeaux a porté sur 2 axes majeurs, participation au forum économique et promotion de la Côte d'Ivoire à la foire internationale. Au cours des rencontres qui ont porté sur les grands projets et opportunités d'affaires, les autorités ivoiriennes présentes se sont prononcées sur les efforts et actions effectués par le gouvernement ivoirien pour l'amélioration du climat des affaires, le dispositif d'appui à l'investissement en Côte d'Ivoire et le guichet unique des formalités d'entreprise ont été également présentés aux opérateurs économiques européens au cours de cette rencontre sur les grands projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, la Foire internationale de Bordeaux offre l'occasion d'expliquer les ambitions du président ivoirien. Nos projets s'appuient sur un objectif majeur. Mettre en œuvre la politique du président Alassane Ouattara, qui souhaite voir la Côte d'Ivoire s'inscrire dans le quota des pays émergents à l'orée des années 20. La mission à Bordeaux a été jugée positive. Des partenariats avec des investisseurs occidentaux sont annoncés pour les mois à venir. Des rencontres B2B entre Européens économiques ont meublé ce forum économique ivoirien à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Et revenons sur ces assises de la BAD, la Banque africaine de développement qui se tiennent donc à Marrakech au Maroc. Sachez que la délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les États membres de l'UEMOA sont réunis à Abidjan pour réfléchir à la mise en place de données statistiques fiables sur la pêche continentale. Hugues Veblé pour nous faire le point. Une fois achevée la rencontre d'Abidjan, les pays membres de l'UEMOA auront à leur disposition des données fiables et une base de données régionales en matière de statistiques de pêche. Organisatrice de l'atelier régional de validation des données statistiques de la pêche continentale, ouvert ce lundi à Abidjan, l'UEMOA. L'organisation entend ainsi mettre à la disposition des États membres
un outil d'aide à la décision dans la gestion des pêcheries. Il faut des données fiables pour une gestion rationnelle des ressources halieutiques. Aujourd'hui, si vous voulez faire une gestion des pêcheries, il faut savoir qu'est-ce que vous gérez. Aujourd'hui, les États, aucun pays a des informations, des données statistiques fiables. Le ministre Adjoumani Kwasi se réjouit de la rencontre d'Abidjan qui aidera certainement les pays de l'UEMOA. Des États, il a rappelé, dont les politiques de développement sont confrontés à un dilemme, celui de la satisfaction des besoins alimentaires croissants des populations et celui de la prévention des ressources halieutiques. À cet effet, la mise en œuvre des actions concertées et coordonnées au niveau régional s'impose pour contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêche. La rencontre d'Abidjan, qui va durer 5 jours, marque la fin de la première phase du programme régional de collecte de données statistiques dans les États membres, qui va s'étendre sur 5 ans. Et ce fait divers à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le département des sciences économiques de l'université a été visité ce matin par des braqueurs. Les indélicats visiteurs ont mis la main sur la caisse de la scolarité du département des sciences économiques. Le reportage d'Edouard Delazer. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est dans cette salle du service comptabilité de l'UFR des sciences économiques et de gestion que les braqueurs ont fait irruption ce lundi 27 mai à 9h. Selon le chef du service financier de l'UFR des sciences économiques et de gestion, Marie-Michel Dirabou, aucun dégât matériel n'a été enregistré, mais toutes les caisses ont été vidées. Qui est venu s'asseoir ici, il y a une dame qui est là et elle pensait qu'il venait pour des inscriptions. Donc elle a dit qu'est-ce que vous voulez, et justement il a sorti son arme et il a mis sur elle. C'est à ce moment qu'elle a compris que c'était un braquage. Ils étaient rentrés à 2. Et pendant que l'autre s'occupait d'elle, il y avait un autre aussi qui a demandé à la collègue qui était ici de se coucher et il a commencé à l'attacher avec son écharpe. Et il a demandé à celle qui était ici de se coucher. Et il y avait un qui était devant la porte qui veillait sur la porte. Donc c'est ainsi qu'ils ont commencé à tout fouiller, ils ont fouillé un peu, vous avez vu, ils ont tiré les tiroirs, ils ont fouillé un peu partout. Ils ont pris ce qu'il y avait et ils sont partis tranquilles. Selon plusieurs sources de la presse en ligne, plus de 87 millions de francs CFA ont été emportés par les braqueurs. Une information démentie par le doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion, Abou Ouattara. Il n'en est rien. On a pu prendre 1 560 000 du fait que les agents n'ont pas pu, le vendredi tard, aller disposer cet argent-là à la banque. C'était le lundi matin qu'ils devraient aller verser cet argent-là. Nous sommes une petite faculté. On n'est pas une banque pour pouvoir prétendre garder plus de 87 millions dans cette structure-là. Les enquêtes sont en cours par les autorités de la police nationale afin de déterminer les auteurs. Et c'est demain que démarrent les épreuves écrites des examens du CEPE. Plus de 440 000 élèves vont composer demain mardi 28 mai. Pour le BPC, l'oral est prévu du 4 au 7 juin et l'écrit du 11 au 12 juin. L'oral du baccalauréat est prévu du 11 au 21 juin et l'écrit du 25 au 28 juin. Pour ces examens à grand tirage, des dispositions sont prises pour empêcher la fraude. Par exemple, l'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les centres d'examen et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut compter sur la volonté de tous les acteurs du système éducatif pour la réussite de ces examens. En République démocratique du Congo, l'argent fait défaut pour scolariser les enfants. Solange a 3 enfants en âge d'aller à l'école. Mais seuls 2 sont scolarisés, au prix d'énormes sacrifices. Par trimestre, nous payons 30 000 francs comme frais de scolarité, c'est-à-dire 90 000 francs pour l'année. C'est difficile de réunir cette somme d'argent. 90 000 francs congolais, 100 $ américains, presque 7 fois le salaire mensuel du mari de Solange. Alors, la dernière fille de la famille doit rester à la maison. Plus de 7 millions d'enfants en République démocratique du Congo sont exclus du système scolaire. Mawazo a 2 enfants. L'argent qu'elle gagne en cassant des pierres n'est pas suffisant pour les envoyer à l'école. Mes enfants et moi cassons des pierres d'abord pour manger. L'argent qu'on nous verse nous aide juste à acheter de la nourriture.
Il n'est donc pas destiné à financer les études de mes enfants. En République démocratique du Congo, en principe, l'inscription à l'école primaire est gratuite. Seulement voilà, c'est aux parents que revient la charge de payer une grosse partie des salaires des enseignants. L'ONG Lisadel dénonce cette disposition et la démission des pouvoirs publics. L'État qui alloue à l'éducation 33% du budget pour que l'école fonctionne normalement, pour que le salaire des enseignants soit pris en compte, pour que le frais de fonctionnement soit pris en compte, l'État a abandonné l'école. Réagissant à la forte interpellation des ONG, le ministre congolais de l'enseignement primaire estime que des efforts sont fournis par le gouvernement pour améliorer la situation. D'après Maker Wangou, cette année, l'État a consacré 14% de son budget à l'éducation nationale. Et je vous l'annonçais en début de journal, le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a pris officiellement fonction. Il succède à Akasaye Lazare, qui lui a passé la main ce matin à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Le directeur général sortant, Akasaye Lazare, est nommé président du conseil d'administration de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Le reportage de Patricia Omouetia. Atmosphère conviviale et amicale pour une passation de charge. Après le mot introductif de l'inspecteur général Jean-Claude Bayala, le directeur général sortant Akasaye Lazare a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Après m'avoir mis en mission à la RTI, le chef de l'État m'honore aujourd'hui encore en me désignant comme son représentant au sein du conseil d'administration de l'AIGF. Cette marque d'attention du président de la République me touche profondément et je voudrais réaffirmer mon engagement à toujours servir dans la loyauté. Il a évoqué ses actions grâce à une équipe managériale déterminée, volontaire et solidaire, soutenue par l'implication sans réserve de l'ensemble du personnel. Nous avons pu conduire, parfois dans la douleur, des réformes qui ont permis de hisser la RTI au rang des entreprises viables et compétitives. Et a félicité et encouragé le directeur général entrant, Amadou Bakayoko. Quant à vous, mon cher jeune frère, à compter de ce jour, vous avez entre vos mains les destinées de notre maison commune. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a réitéré remerciements et gratitude à l'endroit du président de la République. À titre personnel, je souhaiterais remercier le président de la République. Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter M. Akasaye Lazare et à travers lui, tous les anciens membres du comité de management pour l'œuvre accomplie. Le chef de cabinet du ministre de la Communication, Isiaka Konaté, a à son tour prodigué des conseils aux dirigeants de la RTI et a rendu un vibrant hommage à Akasaye Lazare. La remise des dossiers suivie de la signature du procès verbal ont mis fin à la cérémonie de passation de charge entre le directeur général sortant de la RTI, Akasaye Lazare, et le directeur général entrant, Amadou Bakayoko. Et ça y est, la nouvelle grille des programmes de la radio Fréquence 2 a démarré. De nouvelles émissions et de nouveaux animateurs sont annoncés pour cette nouvelle grille. Fréquence 2 innove avec sa nouvelle grille. 15 nouvelles émissions dont une partie conçue par la direction de Fréquence 2 elle-même et une autre proposée par les auditeurs. En voici une idée. C'est une grille qui est résolument tournée vers le modernisme. On a travaillé à la fidélisation de nos auditeurs à travers des tranches qui existent du lundi au mardi, à savoir le club matinal pour les matinales, le grand jeu pour toute la semaine, le rendez-vous des femmes, parce que la femme fait partie des cibles majeures de Fréquence 2. Donc, À vous, mesdames, qui est notre magazine féminin, revient du lundi au vendredi. Et puis, on a quelques expériences. Caroline Da Silva et Christelle Meledge viennent en renfort. La grille de Fréquence 2 accorde une place de choix à la jeunesse avec des programmes plus attrayants. Avant de mettre cette grille réaménagée en route, il y a eu un sondage qui a été fait. Et les jeunes, les Ivoiriens ont pris la parole
pour dire qu'ils attendaient beaucoup de Fréquence 2. Rien que pour les jeunes, on a changé de logo, on a aussi changé de signature. Désormais, vous ne direz plus Fréquence 2, la FM leader, vous direz plutôt Fréquence 2, Fréquence jeune. Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991. Cette radio dispose aujourd'hui d'une vingtaine d'animateurs et de collaborateurs extérieurs pour animer la nouvelle grille. Le reportage de Serge Gongomen était commenté par Fatou Fofana. Intéressons-nous maintenant à cette enquête lancée par l'INS, l'Institut national de la statistique. L'enquête porte sur les besoins de la population abidjanaise en termes de transport. Il s'agit de recueillir des données sur le trafic urbain afin de régler la question du transport dans le district d'Abidjan. Victorine Yaouyoupoui. Se déplacer à Abidjan aujourd'hui ressemble à un parcours du combattant. La Sotra chargée du transport dans la capitale économique est plus que dépassée. Les taxis banalisés venus en renfort aux taxis-compteurs créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Conséquence, des embouteillages à longueur de journée. Pour mettre fin à ce désordre, il faut penser autrement le transport dans le district d'Abidjan. Cela nécessite des données fiables sur le secteur. L'Institut national de la statistique, INS, est chargé de cette étude. Elle vise à répondre à deux questions essentielles. Qui on transporte et pour quelle destination? La demande ici parle en termes de volume, en termes de nombre de personnes. Tous les pays où le volume de transport est important utilisent les moyens comme les tramways, les transports de groupe. Le bus ne suffit plus. Si pour des heures de pointe on doit transporter 1000 personnes, franchement, il vaut mieux utiliser les moyens qui transportent en un seul trajet 1000 personnes. Donc il faut s'attendre à la fin de cette étude que la coopération japonaise qui a le dossier en charge propose des moyens modernes de transport de groupe. L'Agence japonaise de coopération internationale attend les résultats pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Le projet a démarré ce lundi avec la formation des agents de collecte de l'INS. Il concerne les 10 communes d'Abidjan, celles d'Anyama, de Bingéville, de Songon et de Grand Bassam. Tous les individus à partir de l'âge de 6 ans seront enquêtés. Vous l'avez certainement remarqué, les halls des différentes tours administratives au plateau sont envahis au quotidien par des commerçants ambulants. Des commerçants qui n'hésitent pas à héler les usagers pour leur présenter leurs marchandises. Fatou Fofana a fait le constat pour nous. Plateau, cité administrative, tout semble normal. Mais au milieu de ce balai incessant de personnes venues établir des documents administratifs, un bien curieux tableau. Des vendeurs de tout type installés pour certains au beau milieu des couloirs ou dans les halls. Des journaux, des cartes de recharge téléphonique, des photocopies et même du café, le choix est large. Pour ces personnes venues faire des affaires dans les tours administratives, il est question de rapprocher leurs services des usagers. Ces derniers semblent d'ailleurs ne pas s'en plaindre. C'est pour déposer un document, pour aller jusqu'au dehors, tout et tout. Comme il y a une photocopie à tout près, j'ai préféré faire ça ici rapidement pour qu'il puisse déposer le dossier. Ça nous arrange aller faire des va-et-vient. Les moins téméraires, eux, se contentent de rôder autour des bâtiments de la cité administrative en proposant à la criée leurs articles aux passants et usagers des tours. Quant à savoir si des autorisations sont délivrées pour exercer le commerce à ces endroits, l'équation semble bien difficile à résoudre. Le plateau, centre des affaires et vitrine de la capitale économique ivoirienne, semble agressé de toutes parts et dans l'indifférence de tous. Pour l'heure, ces commerçants achèvent de donner à la cité administrative déjà mal en point une image de marché et de désordre total. Voilà, on va parler maintenant de cette formation des partenaires médicaux de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La formation porte sur le nouveau système de gestion des prestations en temps réel. La formation est initiée par le comité de gestion de la MIGEFSI. Doigt de laser. Grande innovation dans le fonctionnement de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La structure vient de se doter d'un système de gestion des prestations en temps réel dénommé Isaker. Dans cette pharmacie située à Grand Bassam, le système Isaker est en expérimentation depuis plus de 3 mois. Selon Abou Sombier, responsable de la pharmacie, ce système Isaker vient à point nommé. Avant, il y avait assez d'étapes. Il fallait vérifier dans le registre pour prendre les codes des produits, pour voir si les produits passaient, avant de reporter sur le bon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit simplement de mettre le nom du produit
automatiquement le système te donne les codes, tu enregistres les montants et puis dès qu'on balance, ça nous donne les pourcentages payés par la MUJFC et le pourcentage payé par le client. Il y a très peu de bordereaux qui sont impayés. Comme Abou Sombier, les prestataires médicaux de la MUJFC sont ici pour s'initier au système Isaker. Pour le directeur général de la MUJFC, Lassine Touré, le système Isaker devra permettre de rendre plus dynamiques les prestations médicales et également faciliter aux mutualistes l'accès aux soins médicaux. Ce système Isaker permet de lutter considérablement contre la fraude. Les différents documents de prestations qui constituaient parfois des difficultés d'accès aux prestations n'existeront plus. Aujourd'hui, avec la seule carte de mutuelle, un mutualiste peut accéder facilement aux prestations. Il y aura beaucoup moins de possibilités d'erreurs humaines. Le système Isaker sera déployé dans les jours à venir dans les 400 pharmacies agréées sur l'étendue du territoire national. Et cela au profit des 276 000 mutualistes cotisants de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, le village d'Agawi-Koubé, c'est dans la commune de Port-Boué. Ce village a connu des violences. Des maisons ont été incendiées par des jeunes venus du village d'Abia-Koumassi, village situé dans la commune de Koumassi. À l'origine des violences, un conflit foncier. Le témoignage du Gaviblé. La visite sur le terrain du maire de Port-Boué a pourtant commencé ce lundi dans le calme. Hortense Aka Angui a pu constater d'elle-même les dégâts du week-end dans le village d'Agawi-Koubé. Le maire de Port-Boué a pu visiter le domicile du chef de village saccagé par des jeunes. Ils sont venus d'Abia-Koumassi, de l'autre côté de la lagune. De nombreuses maisons et des biens du chef du village ont été ainsi saccagés. Le spectacle est désolant, ce que nous avons pu voir. Il s'agit d'un problème de litige foncier entre le village d'Agawi-Koubé, situé donc sur notre circonscription, et le village d'Ancien Koumassi, qui est situé sur la circonscription de Marcory. Problème de litige foncier qui existe depuis fort longtemps entre ces deux villages. La visite du village d'Agawi-Koubé dans la commune de Port-Boué, commencée dans la quiétude, sera vite gagnée par des échauffourées. À la base de cette chaude ambiance à Agawi-Koubé, l'interpellation par la gendarmerie de plusieurs jeunes du village d'Abia-Koumassi, jeunes accusés de poursuivre les destructions de biens. Le pire peut encore être évité pour le maire de Port-Boué. Il faut que les autorités de Marcory, que nous-mêmes, les autorités préfectorales et le département de l'Intérieur, nous créions des séances de travail pour pouvoir appréhender le problème. En fonction des textes qui régissent, que l'on puisse vraiment trouver des solutions définitives pour départager ces populations. À Agawi-Koubé, la gendarmerie reste déployée pour prévenir toute flambée de violence et surtout sécuriser la population encore sur place. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, se prononce sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président du parti s'est prononcé notamment sur l'arrestation de Amadé Ouremi qui occupait la forêt classée du Mont Péco et le retour de la violence à l'école. On fait le point avec Léon Pro. Mise au point du président du Parti ivoirien des travailleurs sur l'arrestation récente du milicien Amadé Ouremi. Nous saluons et félicitons le gouvernement et nous l'invitons encore à poursuivre ses efforts afin de préserver tous nos parcs et réserves de toute infiltration. Sur la question du retour de la violence dans les universités, le PIT condamne la multiplication des syndicats d'étudiants et la politisation de ces organisations. Il déplore l'insuffisance d'équipements et propose des travaux de rattrapage non sans souhaiter un audit sur la réhabilitation des universités. Le PIT qui encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser la bonne tenue des examens de fin d'année a clarifié son positionnement politique au cours de sa conférence de presse. Demeurer dans l'opposition, non pour une contestation systématique, mais pour assurer les missions de veille, d'alerte et de proposition d'alternatives. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, lui, il a échangé avec les responsables des commissions locales de la CDVR. La rencontre a porté sur le bilan à mi-parcours des actions de la CDVR. Mamadou Kouassi. Venu de la région de la Niébi-Tiassa, du Haut-Sassandra, de la Maraoué, de la Mé, du Guémon, du Bafing et des communes d'Abidjan,
Les présidents et secrétaires généraux des comités locaux de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, échangent avec leur premier responsable, Charles Konambani. Il s'agit pour les représentants locaux de la CDVR de faire le point des actions menées sur le terrain après 3 mois d'activité. Le président de la CDVR, Charles Konambani, a rappelé le rôle qui est le leur, c'est-à-dire recenser les faits, proposer des ébauches de solutions selon la culture de la région et les faire remonter afin de faire figurer dans le rapport final. Pour le premier responsable de la CDVR, l'une des spécialistes de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite toutes les sensibilités politiques, religieuses et ethniques à contribuer au retour de la paix en Côte d'Ivoire pour son émergence. Les responsables locaux de la CDVR ont en retour promis de tout mettre en œuvre pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Beckett, Aliko et Maïsako nous conduisent dans la commune d'Abobo où les femmes catholiques se sont rassemblées pour prier pour la paix. La femme dans les pas de Marie pour la restauration de la Côte d'Ivoire. C'est le thème qui a réuni plusieurs pèlerins de l'archidiocèse d'Abidjan à la paroisse Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé. Des enseignements, des prières d'intercession, des témoignages ont édifié le peuple de Dieu. Ça a fortifié ma foi en Christ. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, surtout concernant la Mère Marie. Le pèlerinage m'a apporté de la joie et grâce au pèlerinage, vraiment, j'ai su en quelque sorte vraiment qui était réellement Marie et comment elle pouvait intercéder pour nous auprès de son Fils. Le curé de la paroisse encourage les femmes à suivre le modèle de la Vierge Marie pour être de véritables artisans de paix et de réconciliation. Ce pèlerinage, c'est pour sensibiliser les femmes à la veille de la fête de la commémoration de la femme en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, leur permettre de mettre leur pas dans les pas de Marie, qui est la femme par excellence, pour qu'elle puisse être des agents, des témoins de l'amour, de la réconciliation et de la paix. Ce pèlerinage pour exhorter les femmes, pour interpeller les femmes qu'elles peuvent aussi aider les hommes à restaurer la Côte d'Ivoire. Danses, louanges et offrandes ont marqué la cérémonie. À Marrakech, au Maroc, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui conduit la délégation de la Côte d'Ivoire aux assises de la BAD. Et parmi les points qui seront abordés, on a les orientations stratégiques de la BAD pour les 10 prochaines années, également le retour de cette institution à Abidjan. Les enjeux avec Adama Koné. Si l'Afrique enregistre une croissance spectaculaire, au regard du reste du monde, le continent demeure toutefois confronté à un défi. La transformation de cette embellie économique en réalité quotidienne durable et partagée pour les populations. Les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en font une préoccupation majeure à Marrakech au Maroc. Les travaux ouverts ce lundi ont un thème bien à propos, transformation structurelle en Afrique. Il s'agit d'engager la réflexion sur 3 axes stratégiques. D'abord, le manque criant d'infrastructures, transport, énergie, eau et télécommunications. Ensuite, la question de l'intégration économique qui souffre encore de marchés nationaux fragmentés. Et enfin, les poches de fragilité persistantes sur le continent. Pour faire face à ces défis, le président de la BAD, Donald Kaberuka, compte sur le soutien des partenaires extérieurs. Il le dit en ces termes. L'Afrique avance et elle a besoin d'un coup de pouce. Le reste du monde stagne et lui aussi a besoin d'un coup de pouce. Chacun peut donner un coup de pouce à l'autre. Parmi les 5000 participants à ces assemblées, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui conduit une forte délégation comprenant entre autres le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba. L'enjeu est de taille. Le calendrier du retour imminent de la BAD à son siège d'Abidjan sera de nouveau d'actualité. Avant de nous séparer, ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dans le cadre du lancement des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du comité d'organisation des visites d'État, invite les élus et cadres des régions du Poro, Bagoué et Tchologo à une réunion d'information qui se tiendra le mercredi 29 mai 2013 à 17h précise à l'hôtel du district d'Abidjan. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, retrouvez Zani Gabriel et demain 20h, Ali Diarasouba.